Coucou la team. Bon, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois de plus pour un TP confiné, TP à la maison. Et une fois n'est pas coutume, on va pas se préparer un café aujourd'hui, mais un petit thé. On a mis de l'eau dans un verre, on met tout ça au micro-ondes, et là, c'est toujours la même question. Combien de temps je fais chauffer mon eau? Une minute 15, une minute 30. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler une bonne fois pour toutes cette question de manière scientifique? Eh bien, c'est la thermodynamique qui répond à toutes ces interrogations. Et puis, ça va aussi permettre de répondre à la question que vous vous posez, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir fabriquer aujourd'hui avec une balance, un mug thermos, un thermomètre et une patate? Feu, c'est parti. Ça y est, on y est mes petits scientifiques, c'est un moment historique, vous faites votre entrée dans le monde merveilleux de la thermo. Une thermodynamique pleine de principes, comme vous allez le voir, mais pour cette année, on va surtout s'intéresser à son premier principe. Et vous le verrez par la suite, il existe un deuxième principe de la thermodynamique et un troisième principe qu'on ne verra pas. Pour le deuxième principe, on ne va pas l'algébriser, mais on va toucher du doigt une de ses conséquences au cours de ce TP. Vous verrez même qu'il existe un principe zéro, mais avant toute chose, pour faire correctement de la thermo, il faut définir un système N extérieur. Avant d'appliquer le premier principe de la thermodynamique, il faut qu'on définisse notre système. Dans notre expérience, ça va être le verre et l'eau qu'il contient. Alors, notre système, il a une énergie macroscopique qui est due à son énergie mécanique, avec une composante d'énergie cinétique, effet Doppler, et aussi une énergie potentielle. Et puis tout ce qui ne fait pas partie de notre système, c'est-à-dire tout le reste de l'univers, eh bien c'est ce qu'on va appeler l'extérieur. Allez, mettons tout ça en équation. L'énergie du système thermodynamique, c'est son énergie macroscopique et... Mais notre système, il a aussi une forme d'énergie qu'on n'a pas considérée jusqu'à présent, c'est ce qu'on va appeler son énergie interne. L'énergie interne au système, elle est due à l'ensemble des particules microscopiques qui composent notre système, c'est-à-dire les atomes de silice pour le verre et les molécules d'eau qu'il contient. On récapitule, notre système possède une énergie macroscopique, son énergie mécanique, une énergie microscopique, ce que l'on va appeler l'énergie interne, notez U. On va rentrer dans le détail de l'énergie interne, mais avant ça, un petit point de vocabulaire. Le système à gauche est dit ouvert parce qu'il peut échanger de la quantité de matière avec l'extérieur, alors que le système de droite, lui, est dit fermé. Alors pour notre expérience, on considérera finalement que le système vers plus haut peut être considéré comme relativement fermé. On va se concentrer sur ce système car les illustrations seront plus claires, mais le raisonnement est tout aussi valable pour l'autre. À quoi est donc égale cette énergie interne? On a dit que l'énergie interne provenait de l'ensemble des énergies à l'échelle microscopique. Il va donc y avoir l'énergie cinétique des particules qui est due à l'agitation thermique et donc la température. Et puis les particules du système interagissent entre elles. Il y aura donc une énergie potentielle due aux interactions entre toutes ces particules. Alors vous allez être déçus, mais on ne peut pas mesurer l'énergie interne d'un système. Par contre, on va pouvoir estimer et mesurer des variations d'énergie interne, notées ΔU, et c'est là que le premier principe de la thermo fait son entrée. Le premier principe de la thermodynamique, c'est un principe de conservation de l'énergie. La variation d'énergie de notre système, elle est due aux échanges d'énergie avec l'extérieur. Voilà pourquoi il va être important de bien distinguer les termes à gauche et à droite de notre égalité. À gauche, eh bien, c'est la variation d'énergie du système. Et à droite, ce sont les échanges avec l'extérieur. Au niveau des échanges d'énergie avec l'extérieur, mon système, il peut recevoir du transfert thermique, noté Q, qu'on appelait aussi avant la chaleur. C'est le cas dans mon micro-ondes.
de la part du micro-ondes, donc de l'extérieur, le système reçoit du transfert thermique. Et puis j'aurais très bien pu essayer de faire chauffer mon eau de cette façon. Dans ce cas-là, le système reçoit de la part de l'extérieur un travail mécanique. Mais là, c'est beaucoup plus long. Résumons notre premier principe de la thermo. À gauche, c'est la variation d'énergie du système macroscopique, delta EM, ou d'énergie microscopique, delta U, la variation d'énergie interne. Et à droite, c'est l'énergie échangée avec l'extérieur. Cette énergie échangée, ça peut être un transfert thermique Q ou encore un travail mécanique W. Vous vous en souvenez de première, le travail vecteur force, produit scalaire, vecteur déplacement AB. Une remarque importante que l'on a déjà vue en mécanique au niveau des signes. Si Q est positif, eh bien, c'est comme à la banque, on se place du côté du système. Q positif, ça veut dire que le système, il reçoit du transfert thermique. On mettra donc une flèche de l'extérieur vers le système. Et à l'inverse, lorsque Q est négatif, eh bien cela veut dire que le système perd du transfert thermique, ou plutôt qu'il donne du transfert thermique à l'extérieur. Dans ce cas-là, on mettra une flèche du système vers l'extérieur. Retour à notre système, le verre plus l'eau, et appliquons le premier principe. Dans tous les exercices que vous aurez à traiter en classe de terminale, et voilà pourquoi j'ai mis ce terme-là entre parenthèses, le système, finalement, il est au repos, et s'il est au repos, il n'y a pas de variation d'énergie mécanique, ce terme-là est donc nul. Pour aller un petit peu plus loin, notre système verre plus eau, il échange du transfert thermique avec l'extérieur, en l'occurrence le micro-ondes. Mais il n'échange pas de travail. Donc le travail, lui aussi, le terme de travail, sera nul. Bon, mais si ces deux termes sont nuls, finalement, ce premier principe de la thermo qui pouvait faire peur, maintenant il fait plutôt rigoler. Et finalement, en classe de terminale, on ne vous en demandera pas plus. On se retrouvera toujours dans ce cas-là que l'on appelle un bilan thermique. La variation d'énergie interne du système, finalement, elle est égale au transfert thermique que le système reçoit de l'extérieur. Delta U égale Q. Allez, en route pour le protocole expérimental. On fait un petit schéma, on a notre système verre plus eau qui va recevoir un transfert thermique qui est donné par le micro-ondes. Ce transfert thermique Q, eh bien, c'est la puissance électrique du micro-ondes fois la durée. Énergie, c'est puissance fois durée, pondéré par quand même le rendement du micro-ondes. Alors, en première approximation, on va dire que le rendement du micro-ondes est de 100%. Et l'application du premier principe nous dit finalement que pour le système, sa variation d'énergie interne, ça sera la chaleur ou le transfert thermique donné par le micro-ondes. Voilà pourquoi on va rédiger notre protocole expérimental comme ceci. On va commencer par peser le système en distinguant la masse d'eau, la masse de verre et mesurer la température initiale. On place le système 30 secondes au micro-ondes, on ouvre la porte, on mesure à nouveau la température. On replace 15 secondes et on réalise comme ça une série de mesures. On pourra ainsi, à la fin, tracer la variation d'énergie interne du système en fonction de l'élévation de température qui nous intéresse, pour préparer notre thé à la perfection. Allez, on a rassemblé tout le matériel, on va commencer notre expérience dès maintenant. On va commencer par peser notre verre. 339 grammes, et puis, pas oublier de faire une tare. Je vais rajouter une masse d'eau ici, et donc je vais prendre la température initiale. Alors du coup, j'ai pris deux thermomètres, Grand Luxe. La masse d'eau, elle est de 239 grammes. Et puis, 21 degrés 1, 21 1. Les deux thermomètres sont en accord. On va pouvoir peut-être se passer d'un.
Et c'est parti pour l'expérience où on va mettre notre verre d'eau au micro-ondes et commencer par le faire chauffer 30 secondes. Alors, sur mon micro-ondes, j'ai une indication de puissance. Ici, je sais que mon micro-ondes, là, est sur 1000 watts. Essayez de trouver la puissance du vôtre. C'est peut-être pas aisé tout le temps. On attend 30 secondes que ça chauffe. Et ensuite, on va prendre la température de l'eau. On en déduira l'élévation de température qui est l'écart entre notre température initiale, 21 degrés 1, et je peux commencer à noter ça. Ça vient de sonner, on s'organise, 21, 1. On peut aussi noter les masses d'eau, 239 grammes, et la masse de verre, 339. Première prise de température. Ah, ça change la donne. On agite un petit peu pour avoir une température homogène dans toute l'eau. On attend que le thermomètre se stabilise à 38,4 degrés. Et on continue. Et là, je relance. J'ai bien dit je relance. De 15 secondes. 38,1 au bout de 30 secondes. Suspense, ça sonne. On reprend la température en homogénéisant un petit peu en attendant que la température sur le thermomètre se stabilise. 46,1, c'est légèrement descendu, j'attends pas plus. Et je relance, j'ai bien dit je relance, de 15 secondes, 46,1. Petit moment de patience. Et on va continuer comme ça. Petite dernière prise de température avec vous. On essaie d'être le plus efficace possible. « 53,4 ». On relance de 15 secondes. Et je pense que ça va être notre dernier point. On va pouvoir s'arrêter là et passer à l'exploitation de nos données d'expérience. Raccord. Dernier point ici. « 60,6 degrés Celsius ». On stoppe là l'expérience. Allez, passons à l'exploitation de nos données d'expérience, de nos résultats. On a pour l'instant la durée de chauffe et la température du système. Je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est l'élévation de la température du système et sa variation d'énergie interne. Pour l'élévation de température delta θ, c'est la température du système, de combien elle s'est élevée par rapport à sa température initiale. On fera donc la température moins 21,1 qui était dans mon expérience la température initiale. Pour la variation d'énergie interne, on rappelle que le premier principe nous dit que cette variation d'énergie interne, elle est égale au transfert thermique donné par le micro-ondes, c'est-à-dire sa puissance électrique en première approximation, si on ne compte pas son rendement, fois la durée ΔT qui est dans la première colonne. On se rappelle, mon micro-ondes c'est 1000 watts, faites avec la puissance de votre micro-ondes, et on fera donc 1000 fois ΔT.
Il me reste plus qu'à tracer la variation d'énergie interne delta U en fonction de l'élévation de température delta θ. On se rappelle que dans le tableur, la première colonne, c'est la colonne des abscisses, c'est la liste des abscisses, l'autre, c'est la liste des ordonnées. Voilà pourquoi j'ai pris soin d'organiser mon tableur de cette manière-là. Et voilà les résultats que l'on obtient. On s'aperçoit que la variation d'énergie interne, elle est proportionnelle à la variation, l'élévation de température. Dans notre expérience, le coefficient de proportionnalité, on l'estime à 1895 quoi? Eh bien, on va faire une petite analyse dimensionnelle et généraliser tout ça. Et bien voilà, avec notre approche phénoménologique, on établit une équation algébrique où l'on a un coefficient de proportionnalité entre énergie interne qui est en joules et élévation de température qui est en degrés Celsius. Et bien ce coefficient de proportionnalité, il sera donc en joules par degré. Et puis ce coefficient C, on peut lui donner un sens physique. C'est ce que l'on va appeler la capacité thermique notée C majuscule, et c'est donc l'énergie qu'il faut fournir au système pour élever la température du système de 1 degré Celsius. Petite remarque en passant, vous savez que la variation de température en degrés Celsius ou en Kelvin, c'est la même. Voilà pourquoi on rencontrera le plus souvent delta Q égale C fois delta T, où l'on exprime la température en Kelvin, et les capacités thermiques sont bien souvent tabulées dans les livres en joules par Kelvin. Une petite remarque, la capacité thermique notée C majuscule, elle est en joules par Kelvin, mais on se doute qu'elle va dépendre, cette capacité thermique, de la quantité de matière. Effectivement, si j'ai beaucoup plus d'eau à chauffer, eh bien j'aurai une capacité thermique plus importante. C'est ce que vous appellerez après le bac une grandeur extensive. Voilà pourquoi on définit la capacité thermique massique notée, elle, C minuscule, qui est en joules par Kelvin, mais par kilo de matériau. Et cette capacité thermique massique, elle ne va dépendre que de la nature du matériau. On appellera ça une grandeur intensive. Dans le TP, on vous donne les capacités thermiques massiques de l'eau et du verre en multipliant par les masses respectives. Eh bien, on devrait obtenir la capacité thermique du système. Si on fait ce calcul, on trouve 1240 joules par Kelvin. Or, expérimentalement, on a trouvé de notre côté 1893 joules par Kelvin, ce qui veut dire qu'il nous faut dépenser beaucoup plus d'énergie que prévu. Eh bien, on peut très certainement, mais pas que, mettre ça sur le dos et sur le compte du rendement de notre micro-ondes, qui n'est certainement pas parfait. Si on calcule le rendement, 1243 sur 1893, cela nous donne un chiffre relativement cohérent, c'est-à-dire un rendement de 66%. Allez, dans ce deuxième TP, le TP 56, on vous propose une plongée mémorable dans le monde extraordinaire de l'archéologie expérimentale. La problématique que l'on se pose, c'est comment faisaient nos ancêtres du Paléolithique pour préparer leur eau chaude pour le thé. Dis-moi, Janine, une idée? Oh, bah c'est facile, Fredoche. Bon, dans ma caverne, pas de micro-ondes, pas d'induction. On se fait un feu avec 2 silex. J'essaie encore et puis après, il n'y a plus qu'à mettre la casserole dessus. Janine, je suis désolé, mais t'as tout faux. Pour avoir une casserole en fonte ou en acier, il faut remonter à l'âge du fer. Ne me dis pas non plus un plat ou un récipient en bronze, il faut remonter à l'âge du bronze. Et ne me dis pas non plus un récipient en terre cuite, puisque là on est au niveau du paléolithique supérieur. Voilà pourquoi on va étudier une autre hypothèse archéologique très répandue, l'hypothèse des pierres brûlantes que l'on mettait dans le feu et que l'on jetait ensuite dans notre eau pour préparer le thé tranquille dans les cavernes.
pierre brûlante, elle est là. C'est notre pomme de terre que l'on va pas mettre dans la braise, que l'on va faire bouillir dans une casserole d'eau pour la porter à haute température. Et ensuite, eh bien, on va la plonger dans un mug thermos rempli d'eau et observer le transfert thermique. Alors, si on était au laboratoire, on n'utiliserait pas un thermos, on utiliserait un calorimètre. Le principe est à peu près le même. C'est une enceinte, un récipient relativement bien isolé qui évite les transferts thermiques entre le système et l'extérieur. Si il n'y a pas de transfert thermique entre le système et l'extérieur, on dit que le système est isolé. Si vous n'avez pas de thermos à la maison, pas de panique, on peut s'en bricoler un très facilement. Regardez, on prend un verre recouvert de papier alu que l'on va placer dans un verre doseur par exemple pour faire une double paroi. Il nous suffit ensuite d'une petite coupelle pour fermer le tout. Et là je peux vous le dire, mes petits scientifiques, vous avez un calorimètre de compétition. Allez, c'est parti pour l'expérience. Pour aller un petit peu plus rapidement, j'ai placé ma pierre brûlante, ma pomme de terre, au micro-ondes de 3 minutes, au moins 3 minutes. Et on va prendre sa température ici à cœur. On fait une hypothèse qui est plus ou moins valable, c'est que sa température est homogène partout. On a une température qui continue à augmenter. 97. On attend que la lecture se stabilise. Ok, 97,2. On peut mettre la patate dans mon calorimètre. On referme le tout. Et on va attendre tranquillement que l'équilibre thermique se fasse, c'est-à-dire que l'eau et que la pomme de terre arrivent à peu près à la même température. On ouvrira de temps en temps, on prend la température de l'eau, on prend la température de la pomme de terre et on attend l'équilibre thermique. Allez, jetons un coup d'œil à nos résultats expérimentaux. On le voit, à la fin de l'expérience, l'eau était à 39,3. Elle a pas mal chauffé alors qu'elle était à 18 degrés initialement. La pomme de terre, elle, à 42 degrés en fin d'expérience. On voit qu'on n'a pas tout à fait atteint l'équilibre thermique. Alors, pas de panique, on peut même s'arrêter avant parce que ça a été relativement long. Et on peut ainsi calculer la variation d'énergie interne pour l'eau. Appliquons la formule que l'on vient d'établir. La variation d'énergie interne pour l'eau, ça sera la masse d'eau fois sa capacité thermique massique fois sa différence de température finale moins initiale. Au final, on trouve que l'eau a reçu 24 306 joules. On peut maintenant faire de même pour calculer la variation d'énergie interne pour la pomme de terre. On a sa masse, on a sa température initiale, sa température finale, on a donc la variation de température delta θ, mais il nous manque la capacité calorifique de la pomme de terre. Et oui, effectivement, on ne l'a pas. Mais comme on va le voir grâce au premier principe, eh bien, on va pouvoir la calculer. Intéressant, non ? Le seul truc que l'on peut dire quand même, c'est que cette variation d'énergie interne, elle sera négative. Et oui, si on regarde l'écart de température, ça correspond, la variation de température correspond à une baisse de température, donc une variation d'énergie interne négative. Comme précédemment, définissons le système. C'est l'eau plus la pomme de terre et écrivons maintenant le premier principe de la thermodynamique. Le système est au repos, la variation d'énergie mécanique est nulle. Le calorimètre, il est isolé et donc le transfert thermique est nul. Et puis, il n'y a pas de travail échangé, donc W est nul. En appliquant le premier principe, on s'aperçoit que pour notre système isolé, eh bien, delta U égale 0. Sauf que delta U, c'est la somme de delta UO plus delta U pomme de terre.
Et pour que cette somme soit nulle, il faut qu'il y en ait d'un côté un delta U positif et de l'autre une valeur négative. C'est bien ce dont on s'aperçoit. L'eau voit sa température augmenter, delta U est positif pour l'eau. La pomme de terre, elle, refroidit, son delta U est négatif. Eh bien ça nous permet de prédire un transfert thermique. Ça répond naturellement à l'intuition que finalement, le transfert thermique, il s'opère du corps chaud vers le corps froid. Juste une petite remarque, on pourrait très bien avoir le transfert thermique qui se passe dans l'autre sens. Tant que la somme est nulle, on satisfait le premier principe. Donc finalement, ce n'est pas le premier principe qui prouve le sens du transfert thermique. Vous le verrez après le bac, c'est en réalité le second principe de la thermodynamique et notamment la notion d'entropie qui permet de le prouver. Revenons au calcul de la capacité calorifique de la pomme de terre. On part de ce que l'on vient d'établir avec le premier principe, variation d'énergie interne de l'eau plus celle de la pomme de terre est nulle, donc delta UO est égal à moins delta U pomme de terre. On remplace par les expressions établies dans le TP55 et puis on voit que notre seul inconnu, c'est la capacité calorifique de la pomme de terre que l'on peut ainsi calculer. On va vous laisser avec ces calculs. Il y a quelques questions supplémentaires dans le TP. Et notamment si vous voulez vous entraîner un petit peu plus et refaire quelques expériences de calorimétrie à la maison, eh bien ces questions portent sur le fait qu'en réalité, on a commis une grossière hypothèse, c'est que notre système, en fait, c'est pas l'eau plus la pomme de terre, mais c'est l'eau plus la pomme de terre, plus le calorimètre. Donc pour tenir compte de tout ça, il y a quelques petites techniques. On commence par déterminer la capacité calorifique du calorimètre, et ensuite on aura une estimation un petit peu plus de métrologie sur la capacité calorifique de notre pomme de terre.